Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, donc déjà, désolé de ne pas avoir fait la vidéo hier. Comme d'habitude, moi je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas eu le temps également de préparer la vidéo. C'est pour ça que aujourd'hui, bon, j'ai quand même tenu à faire une vidéo sur le Bitcoin, hein, parce que le Bitcoin, on sait, c'est le roi. Mais je n'ai pas eu le temps d'aborder les autres sujets. Donc je ne parlerai pas de VeChain, malheureusement, je ne parlerai pas de l'actualité crypto comme d'habitude, hein. Le format là, il va être très court. Mais on va quand même aborder, je vais quand même aborder le Bitcoin avec vous pour voir aussi si on est toujours dans la course, hein, comme on peut dire, sur le bull run ou autre, ou en tout cas donner mon opinion toujours sur la suite des choses et faire le point. Voilà, donc encore toutes mes excuses, hein, pour hier et tout, mais la vie fait que je n'ai pas le temps de faire toutes les semaines des vidéos, toujours. Hein. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, on fait comme d'habitude. Je vais d'abord aborder les sujets sur les ETF, puis je parlerai du Bitcoin exclusivement et exceptionnellement aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc pour commencer avec les ETF Bitcoin, regardez le rapport de Farsight Investors. On est sur une superbe semaine. Contrairement à la semaine dernière, on a eu un massacre à la tronçonneuse, hein, comme vous l'avez vu. Et ben là, cette semaine, on a rattrapé un petit peu les pots cassés, puisque depuis le 11 jusqu'au 15, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin hier ou avant-hier plutôt, on a eu, c'est vrai, les sorties de capitaux directement sur le Bitcoin avec 14,1 millions, mais c'est rien du tout comparé aux centaines de millions qui sont rentrés entre-temps. Et bien effectivement, on a eu une très belle semaine. Donc on a un total de quasiment 55 milliards de dollars de capitaux entrant sur le Bitcoin Spot, ce qui est une énormité. Voilà, donc on est toujours dans la course, hein, pour le Bitcoin avec un attrait toujours plus fort des institutionnels, hein, sur le Bitcoin et surtout au niveau des ETF, hein, parce qu'on comprend bien qui passent tous ces institutionnels, surtout sur BlackRock. Vous voyez que le leader incontesté aujourd'hui, c'est BlackRock et Fidelity, mais Fidelity loin derrière. Et les autres, j'en parle même pas, parce que vous voyez, par exemple, même le troisième, c'est-à-dire Bitwise, on est très loin, en fait, des chiffres. On est à 2,3 milliards en fait, de dollars injectés sur le capitaux entrants sur Bitwise, alors que c'est en numéro 3 quand même, en termes de gestion d'actifs, en termes de volume sur le Bitcoin Spot. Après, vous avez Fidelity en deuxième position avec 11,9 milliards. Et enfin, vous avez 58 avec 58,6 milliards. Vous avez BlackRock qui a fait exploser les compteurs, hein, clairement. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le lead, il est vraiment sur BlackRock. Alors, c'est vrai que on va poser la question, comment ça se fait que, par exemple, BlackRock a 58,6 milliards de dollars injectés en termes de capitaux entrants, alors que le total, c'est 54,9. Je rappelle qu'il y a Grayscale, alors le GBTC que vous voyez ici, qui est en négatif. Comment on peut être en négatif? Tout simplement parce que le GBTC de Grayscale, gestionnaire d'actifs également, était spécialisé déjà depuis plusieurs années avant la sortie des ETF Bitcoin officiels de la part de la SEC, un détenteur, quelque part un gestionnaire d'actifs pour des particuliers institutionnels, mais qui n'a pas forcément une légitimité dans le secteur institutionnel plus forte ou aussi forte que BlackRock. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant l'année 2024, on a eu une énorme, en fait, un énorme retrait de capitaux en fait, de Bitcoin sous forme d'ETF, hein, sur GBTC, vous voyez. Et donc, on a eu une rotation de la liquidité vers BlackRock. Voilà. Donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs, ça continue. Vous voyez que là, GBTC de Grayscale, il continue d'avoir des fuites, hein, clairement, toutes les semaines. Et d'ailleurs, plus de fuites que de capitaux entrants pour justement aller vers BlackRock. C'est pour ça que BlackRock, au final, amasse des capitaux simplement qui sont plus forts que l'ensemble des capitaux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Voilà. Donc on comprend bien que tout, enfin l'essence même des Bitcoins sous la forme des ETF, ils sont vraiment dans les mains de BlackRock. Ce qui n'est pas une bonne chose du tout d'ailleurs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais pas revenir là-dessus. Mais pour la décentralisation, pour l'essence même du Bitcoin, c'est vraiment dommage de filer les clés, quelque chose qui est par nature décentralisé et qui offre la liberté à justement une entité centralisée. Par excellence en plus comme BlackRock. Bon. Allez, je continue. Cette fois, je vais passer à Ethereum. Et là, regardez-moi cette folie. C'est-à-dire que Ethereum a fait péter les compteurs. Je rappelle que la semaine dernière, au niveau des ETF sur Ethereum Spot, on était à moins en fait de 10 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Aujourd'hui, on est à 12,6 milliards. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a fait péter plus de 2 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum.
Donc c'est une énormité comparée à Bitcoin. Donc là, on se retrouve avec des performances sur Ethereum qui étaient équivalentes à celles de Bitcoin il y a encore quelques mois. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une rotation de la liquidité qui se fait. On est vraiment sur une altcoin season en fait. De ce point de vue-là, en tout cas, même si personnellement, je pense que Bitcoin n'a pas encore tout donné au niveau des ATH. Voilà. On voit qu'on est quand même dans une configuration de marché différente légèrement quand même au minimum par rapport au précédent cycle, vu les capitaux qui sont en jeu, vu les nouvelles qui sont en jeu, la réglementation, enfin plein de choses diffèrent peut-être un petit peu les cycles. Même si, bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est des cycles, hein. Donc, tôt ou tard, on va avoir une énorme correction sur le Bitcoin. Ça, gardez ça dans un coin de votre tête pour votre stratégie, mais ça ne changera rien au fait que bah, tout actif, même l'or par exemple, a corrigé. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est sur une valeur refuge que l'actif doit faire to the moon à vie, quoi. Non, non. Il y a des phases de correction que peut-être plus ou moins longues. Alors, combien de temps durera le bear market sur le Bitcoin cette fois-ci? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que ce sera un bear market comme les précédents bear markets, c'est-à-dire très prononcé, visible, qui dure 2 ans par exemple? Ça, je ne sais pas. Mon opinion est que peut-être justement non, avec la configuration qui a changé aujourd'hui, parce qu'on a toujours des capitaux qui entrent en masse sur le Bitcoin et pour des raisons différentes par rapport au précédent cycle. Donc les précédents cycles, c'est vraiment pour se faire du pognon, il faut le dire. Quand on a acheté de l'argent sur le Bitcoin, en tout cas, aujourd'hui, la part des institutionnels, en tout cas, c'est vraiment une optique de diversifier le patrimoine et surtout de sortir de la catastrophe monétaire, entre guillemets, que suit la débâcle de l'euro, du dollar, etc. Voilà, donc les données, en fait, ne sont plus les mêmes par rapport à il y a 4 ans, 5 ans déjà. Et enfin, les ETF sur Solana, là aussi, regardez, ça confirme qu'on est bien sur une altcoin season, puisqu'on a des capitaux entrants toujours. Et maintenant, on est à 166 millions de dollars injectés sur ces ETF-là. Voilà pour les ETF. Je passe aux articles désormais toujours en lien avec le Bitcoin. Donc, la cryptost.fr, 124 000 dollars. Le Bitcoin réalise un nouveau plus haut historique. Donc, on n'arrête pas là depuis quand même quelques mois pour le Bitcoin de réaliser des nouveaux ATH, mais c'est des petits nouveaux ATH. C'est-à-dire qu'on a eu un ATH là il y a un mois de 120 122 000 dollars. Là, on a eu un nouvel ATH de 124 000 dollars, mais le Bitcoin a corrigé directement par la suite. On est aujourd'hui là dans les 115 000 dollars, 116 000 dollars. Donc on voit bien que, ok, ça fait des paliers, enfin ça fait de nouveaux ATH, mais directement il y a quelque chose qui fait que le Bitcoin corrige. Bah, ça s'appelle la prise de profit tout simplement, de la part soit des institutionnels, soit même des particuliers. Mais surtout les institutionnels parce que les particuliers sont de moins en moins en fait sur le marché. Et forcément, quand on a des institutionnels qui injectent des milliards, bah, même si on a des centaines de milliers peut-être d'investisseurs qui mettent 10 euros, bon bah c'est sûr que c'est pas la même chose par rapport au marché du Bitcoin. Voilà, donc on voit vraiment qu'il se passe quelque chose, on est toujours en plein boom là sur le Bitcoin. Là j'ai un article de Coin Academy, le titan Google acquiert 8% du mineur de Bitcoin TeraWulf dans un accord de 3,7 milliards de dollars. Donc vous voyez quand même, on a, enfin Google, donc c'est un truc de fou quand même, qui investit carrément dans le minage du Bitcoin indirectement, et donc dans le Bitcoin indirectement. Donc pour vous dire que le Bitcoin est en train même d'être légitimisé quelque part, même aux yeux en fait des plus grosses entreprises au niveau mondial. Et là c'est en train de changer la donne, parce que quand on a le CAC 40, enfin pas le CAC 40, pardon, le S&P 500, avec le top 100 des entreprises qui commencent à s'intéresser de près ou de loin au Bitcoin, on sait ce que ça veut dire par la suite. Voilà. Et en plus, c'est marrant parce que Google, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a tiré justement ses épingles du jeu de en fait la crise d'Internet, de la bulle d'Internet des années 2000. Et oui, que Google à la base c'est une start-up, hein, je vous rappelle, qui a tiré son épingle du jeu, qui a survécu à la bulle en fait d'Internet des années 2000, et c'est par la suite qu'on a connu Google qui a fait son bout de chemin au fur et à mesure pour devenir un des géants d'Internet actuels. Bon, allez, je continue toujours avec un article de journalducoin.com. Bitcoin dépasse Amazon le temps d'un instant et devient le 5e actif le plus précieux au monde. Ah, ça rappelle, voilà, c'est une course finalement contre la montre pour Bitcoin, mais le temps est en faveur de Bitcoin. Le chronomètre est en faveur de Bitcoin. C'est-à-dire que c'est qu'une question de temps
avant que le Bitcoin finisse par en fait rattraper la capitalisation boursière de l'or en tant que valeur refuge. Parce que le Bitcoin aujourd'hui est de plus en plus classé comme un actif de valeur refuge international. BlackRock qui le dit lui-même, hein. C'est Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui le dit. Et on voit et on constate au fur et à mesure du temps qu'effectivement, même si là ça a été de façon éphémère parce que on a eu le Bitcoin qui a explosé puis après est retombé à 115 000 $, eh bien, non, l'espace d'un instant, Amazon a été soufflé par Bitcoin. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, ça va continuer. Voilà. Jusqu'à ce que le Bitcoin rattrape, voire même dépasse la capitalisation boursière de l'or. C'est-à-dire, je rappelle que la capitalisation boursière de l'or, c'est 20 trillions de dollars, même un peu plus, ça a monté entre-temps, mais c'est plus de 20 trillions de dollars. Actuellement, le Bitcoin est autour des 1,3 ou 1,4 trillions de dollars. Donc là, on parle d'un fois 10, fois 20, là, en perspective, pour le Bitcoin, pour rattraper la capitalisation boursière de celle de l'or. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je suis absolument convaincu, je me tromper, hein, mais je veux dire, moi, personnellement, mon opinion quand je vois un peu ce qui se passe au niveau mondial, avec l'engouement des ETF de la part des institutionnels et bientôt les gouvernements, etc. On parler d'ailleurs après du gouvernement américain, ce qui a fait des déclarations sur le Bitcoin, pour en acheter ou pas. Eh bien, quand je vois tout ça, c'est qu'une question de temps avant qu'effectivement le Bitcoin rattrape la capitalisation boursière de celle de l'or. Simplement. Bon, allez, je continue. Là, l'article de cointribune.com, effectivement, je vous disais, un Scott Bessent rétropédale. L'achat de nouveaux bitcoins par les USA n'est plus exclu parce qu'effectivement, il y a une conférence de presse de la part en fait, du Trésor américain, hein, donc dirigé par Scott Bessent, l'équivalent du ministre des Finances en France, qui déclarait tout simplement que, au final, les États-Unis jamais n'achèteraient avec l'argent des contribuables du bitcoin. Et c'est là la nuance. J'avais déjà expliqué ça il y a, je crois, 3 mois une de mes vidéos, c'était que effectivement les États-Unis avaient déjà déclaré qu'ils n'achèteraient pas forcément du Bitcoin, mais qu'ils trouveraient en fait des moyens de ne pas faire payer les contribuables américains pour accéder à un actif qu'ils considèrent quand même un peu risqué sur les bords, même si c'est de plus en plus considéré comme l'or. Voilà. Donc c'est hyper sain au final comme démarche, ce que je disais il y a 3-4 mois, c'est qu'au final, Trump n'a pas envie d'utiliser l'argent des contribuables américains pour jouer au casino, quoi, quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Mais même si, à mon sens, ils sont trop prudents pour le coup, parce que quand je vois que derrière, après, ils jouent avec les retraites, ils autorisent en fait l'accès des retraites, des gestions de pension quelque part américaines à accéder aux crypto-monnaies, bon, bah, au final, il fait payer les contribuables, là. C'est-à-dire que les contribuables américains investissent dans la crypto indirectement sans le savoir, dans le Bitcoin du coup, au niveau de leur retraite. C'est un marché de 12,5 trillions de dollars. Et bien là, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui va bouger. D'ailleurs, en fait, Scott Bessent a effectivement rétropédalé dans ses propos parce qu'il a déclaré récemment que les États-Unis, effectivement, n'achèteraient pas avec l'argent de contribuables des bitcoins. Et qu'ils se baseraient uniquement sur les bitcoins saisis ou alors ils essaieraient de trouver en fait des moyens neutres. Notamment, je pense au boom trésor américain, j'en ai déjà parlé, des bons trésors Bitcoin. Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été soulevé du doigt, hein, par de nombreuses personnalités, et notamment certains sénateurs américains, sur cet aspect-là, de créer des bons trésors Bitcoin quelque part. Bon. Donc c'est exactement ce qui s'est passé là, et donc il a fait rétropédalage Scott Bessent en disant mais non, ce que je disais c'est ok, on va peut-être pas acheter du Bitcoin avec l'argent des contribuables, mais il y aura d'autres voies, d'autres moyens plus neutres pour obtenir en fait du Bitcoin, quoi. Voilà. Donc bon, c'est vraiment la communication, mais après bien sûr, il faudra attendre de voir, hein, parce que entre dire et faire, il y a vraiment un grand gap, surtout sur les politiques, les gouvernements, les administrations. Alors, on connaît, enfin, en France, on sait ce que c'est, on est champion du monde pour ça, et les États-Unis sont pas en reste également là-dessus. Bon, allez, je continue, et là c'est intéressant. Là, j'ai vraiment un tableau intéressant où c'est un tweet de journalducoin.com qui présente en fait l'évolution de la volatilité du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Et regardez, quand on voit effectivement le graphique, donc quand vous avez les cases en rouge, c'est les semaines où vous avez eu la plus grosse volatilité en fait du Bitcoin, c'est-à-dire une volatilité estimée proche de 100. Donc là, je crois qu'on est en percentile, voilà, c'est-à-dire en pourcent
Donc, des mois, par exemple, en 2018, vous aviez des semaines tellement volatiles que tout était à 100%. Donc, c'est pour ça aussi que les institutionnels, d'ailleurs, ont vite laissé tomber le Bitcoin, qu'ils ont eu peur de cette volatilité. C'est-à-dire, à cette époque-là, vous souvenez-vous, on avait les banques qui décriaient, surtout, n'allez surtout pas sur le Bitcoin. Donc, alors que depuis, regardez, depuis 2023, on n'a plus jamais eu une case cramoisie. C'est-à-dire que tout ce qui était lié à 2018, 2015 au niveau des cases, là, vous voyez, en rouge cramoisi, même 2020, précédent cycle, eh bien, ça n'est plus arrivé là. 2023, 2024, 2025, on a eu juste une petite semaine ici en 2024, allez, quelques semaines là, par-ci par-là en 2024, où on a eu quelque chose qui était de l'ordre entre les 50 et 75% de volatilité sur une semaine. Bon, plus rien à voir avec les précédents cycles, ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on voit que le comportement du Bitcoin, ce cycle-là, est totalement différent. En tout cas, depuis 3 ans, quand même, il atteint une volatilité qui est même moins forte que le S&P 500, quand on regarde les choses. Ça, c'est incroyable quand même. Voilà, et là, regardez, en 2025, pareil, on n'a même plus eu, je crois que le maximum, ça a été dans les 60-70% des volatilités en début d'année 2025, sur une semaine. Et tout le reste, vous voyez, ça s'est calmé. On est sur un actif aujourd'hui qui est ultra, au final, stable, et qui est même pire que ça, stable au-dessus des 100 000 dollars depuis début d'année quasiment, 2025. Voilà. Et là, on sent vraiment l'arrivée de la part des institutionnels. C'est pour ça que moi j'ai dit, attention, on dirait que là, ok, on va continuer à avoir des cycles sur les actifs comme le Bitcoin parce que ça reste un actif et donc un actif est toujours soumis à des cycles. Même le S&P 500 est soumis à des cycles de hausse, de baisse des prix, même si sur le long terme, on voit que ça ne fait que grimper. Voilà. Après, le S&P 500, c'est pas une valeur refuge. Donc, c'est des actions surcotées à mon sens des valeurs boursières qui ont totalement décorrélé de l'économie réelle. Et donc, tôt ou tard, il y aura un rattrapage. Dès qu'il n'y aura plus d'injection d'argent de la part des banques centrales sur le marché boursier, ce sera fini. C'est-à-dire que là, on va avoir un retour de bâton extrêmement puissant qui fera très très mal sur le marché boursier américain. L'or, l'argent, le Bitcoin, comme maintenant ils sont classés, en tout cas le Bitcoin, comme maintenant il est classé plutôt en tant que valeur refuge, c'est différent. Oui, à ce niveau-là. Donc, il y aura des hausses, des baisses de prix, je pense, sur le Bitcoin, mais fondamentalement, il continuera quand même à grimper au fur et à mesure du temps parce qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte, on le voit bien au niveau institutionnel, même au niveau gouvernemental désormais. Et en plus, bah, il y a une offre qui est quand même fixée à 21 millions de tokens, donc un jeton. Donc, c'est pas comme l'or, ou même des fois l'or, on peut trouver des mines par-ci par-là. Bon, pourquoi pas une météorite, on serait capable d'aller dans l'espace chercher de l'or, tout sur un méga gisement d'or. Voilà, donc c'est pour ça que le Bitcoin aujourd'hui, avec l'injection massive d'argent, commence en fait, à être de plus en plus stable au fur et à mesure du temps. Surtout que ça va continuer, puisque vous voyez que les montants en jeu, là, c'est plus des millions comme avant, dans les précédents cycles, c'est des centaines de milliards. Voilà, donc c'est logique que la volatilité soit de moins en moins forte. Allez, je continue et pour juste un exemple, effectivement, pour illustrer ce que je vous dis de l'intérêt des institutionnels aujourd'hui, bah, j'ai un article de CoinFomania, Amdax, Bitcoin, Treasury prévoit une cotation sur Euronext pour faire le pont entre les crypto-monnaies. Le trésor Bitcoin d'Amdax lance AMBTS sur Euronext Amsterdam visant à détenir 1% de Bitcoin et à offrir une option d'investissement sûre et réglementée. Ça, c'est en Europe. On ne parle même pas des États-Unis et des ETF liés aux États-Unis. Je rappelle que là, on se base sur l'Europe. Et donc, on sort des chiffres affichés qui sont énormes déjà par les ETF Bitcoin. Et là, 1%, je rappelle que c'est juste une entreprise. C'est juste une entreprise qui parle de détenir à terme 1% en fait de la capitalisation totale de Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 210 000 Bitcoin, quelque part. Voilà. Donc c'est assez dingue ce qui se passe autour des... Voilà, donc on est en train de parler d'entreprises qui à elles seules, vous imaginez, donc il suffit d'avoir plusieurs milliers, plusieurs centaines, plusieurs milliers, même dizaines de milliers d'entreprises qui souhaitent faire à peu près la même chose avec des montants variables. Et imaginez la disponibilité, l'offre de Bitcoin, il n'y en aura plus. Enfin, il n'y aura plus de Bitcoin pour tout le monde.
Et je ne parle même pas des 50 millions de millionnaires qui existent sur Terre, qui eux aussi, s'ils décidaient d'acheter un Bitcoin chacun, bah, ce serait le bordel. Et je ne parle même pas des gestionnaires d'actifs, je ne parle même pas de l'aspect des particuliers qui, quand ils vont se réveiller, bah, faudra avoir autre chose que du dollar et de l'euro. Bah, vous allez dans quoi? Vous allez dans l'or, l'argent, ok, mais c'est pas pratique. Il faudra du Bitcoin, ça va être le bordel. Voilà. Donc le Bitcoin, je veux dire, inévitablement, à mon sens, c'est mon opinion encore, hein, destiné à dépasser très rapidement, c'est-à-dire dans les prochaines années qui viennent, vous verrez sous l'horizon de 50, c'est-à-dire jusqu'à 2030, on va dire, eh ben, les 1 million, il va les fumer, les 1 million de dollars. Il va les fumer, parce que ce rythme-là, dans 5 ans, ce rythme-là, des sociétés comme Amdax Bitcoin, elles auront déjà atteint le 1% de Bitcoin, enfin, voilà. Donc, c'est mathématique, encore une fois, c'est mathématique. Donc, là aussi, je vois aujourd'hui, donc il y a une correction, là, on est passé de 124 000 dollars à 115 000. Bon, je vois ça panique un peu déjà, je me dis, oh, franchement, dézoomer encore, c'est fatigant. Après, c'est lassant de voir les gens paniquer pour une petite correction comme ça, de 124 000 dollars à 115 000 dollars. Dingue. Bon, machin, il a 115 000 dollars, quoi. Il y a 10 ans, il était même pas au-dessus des 1000 dollars. Truc de fou. Bon, voilà. Et donc, moi, ce qui me fait dire que là, sur le court terme, moyen terme, ça va continuer de monter les prix du Bitcoin et qu'on va pas encore atteindre forcément la fin du bull run avec la phase de cycle où il va y avoir un hiver crypto. Si on doit avoir un hiver, parce que je rappelle que vu ce que je viens de vous dire, avec la liquidité là, qui est en train de se déverser en tsunami sur le Bitcoin, bah, on aura peut-être tellement d'argent qu'il va effectivement peut-être pas y avoir avec la géopolitique, la chute des monnaies, la crise des dettes, etc. Peut-être que le Bitcoin, avec son essence de valeur refuge, eh ben, il va tellement attirer d'argent qu'il n'y aura même plus de prise de profit parce que son essence même est changée, chamboulée. Donc l'objectif, c'est plus de prendre des profits sur le Bitcoin. C'est ce que fait Michael Saylor avec stratégie, hein. Il n'a pas vendu un seul Bitcoin, je crois, le gaillard, depuis des années, quoi. Bon, donc si tout le monde fait ça, bah si vous vendez pas de Bitcoin, forcément il peut y avoir de correction. Voilà, c'est ça aussi qui peut être intéressant à prendre en compte, même si je pense quand même il y aura forcément des prises de profit, c'est évident, donc il y aura des phases de correction. Voilà, seul truc que je peux pas dire, c'est la durée, le temps, le timing, ça j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que là, par exemple, par rapport au M2 Global Liquidity Index, comme je l'avais déjà présenté il y a quelques temps quand même déjà, eh bien, on est toujours dans une phase d'explosion de la liquidité mondiale. Vous voyez que là, en orange, j'ai la courbe du Bitcoin, qui est autour actuellement, vous voyez, des 117 000 dollars. Alors, c'est 115 000 dollars, hein, mais là, le graphique, je crois qu'il a un petit décalage en termes de temporalité, de quelques jours, ou je sais pas. Mais c'est pas 117 000, 115 000. Et ensuite, vous avez effectivement le Global Liquidity Index, donc la M2 mondiale, en fait, qui justement fait le référence de la liquidité mondiale sur les monnaies fiat existantes, donc toutes monnaies confondues, dollars, euros, yens, tout, avec l'injection d'argent sur les marchés. Et vous voyez quoi? Vous voyez que la courbe en jaune, donc le M2 Global Liquidity Index, ne fait que grimper. Alors là, une petite correction, vous voyez, prévue pour en gros septembre 2025. Vous voyez, donc il y a une correction, mais fondamentalement, les banques centrales impriment de l'argent et c'est normal. Vu qu'on est dans une ère où le seul moyen de financer les dettes publiques, c'est d'imprimer de l'argent, eh ben on aura encore, vous verrez, ça va encore exploser. Je suis prêt à parier ma chemise, j'en ai pas, mais si, j'en ai, mes chaussettes, que forcément, au niveau mondial, comme c'est le seul moyen qu'ont trouvé les politiques de financer les dettes publiques, c'est d'imprimer de l'argent, bah, on va encore faire exploser les plafonds là d'ici la fin de l'année sur l'impression d'argent. Voilà, sur le M2 Global Liquidity Index. Et vous savez, avec la corrélation qu'il y a avec le Bitcoin et même les actifs, le S&P 500, etc., euh, par rapport au M2, on sait que plus le M2 monte et plus les prix des actifs, mais pas que le Bitcoin, hein, tout actif tasse confondu, augmente également. C'est logique, parce que vous augmentez la liquidité d'argent, et puis après cet argent-là se déverse sur les marchés financiers. En fait, il ne sort pas réellement cet aspect-là. Donc c'est pour ça qu'on a une totale décorrélation aussi entre les marchés boursiers, la finance traditionnelle, etc., et également l'économie réelle. Après, la différence que vous me direz, pourquoi du coup le Bitcoin serait mieux que le S&P 500 dans ce cas-là, parce que si
monter et s'il est animé uniquement par la liquidité, le jour où il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus de Bitcoin, quoi. Et ben, justement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin est une valeur refuge. Donc, la liquidité, quand elle va s'effondrer au niveau du S&P 500, après, je ne sais pas la science infuse, hein, je rappelle, c'est mon opinion, voilà. Mais c'est comme l'or. Vous avez vu qu'en temps de crise, l'or ne fait que monter. Également, l'argent aussi, sur un autre point de vue, l'argent monte également. Donc, le jour où il y a une grosse crise monétaire mondiale au niveau de l'euro, du dollar, etc., plus de possibilités d'imprimer de l'argent, le marché S&P 500 s'effondre, parce que du coup, vous arrêtez la planche à billets. Bon. Et toute la liquidité quand même existante, enfin, qui chutera, du coup, qui fuira les marchés boursiers, se déversera dans l'or, les actifs tangibles, pourquoi pas l'immobilier. Après, l'immobilier, quelque chose je connais pas, donc je ne peux pas non plus dire, mais logiquement, peut-être les gens seraient attirés par l'immobilier. Et bien sûr, le Bitcoin, l'or et l'argent, quoi. Voilà, ça on l'a déjà vu dans les temps de crise, au fur et à mesure du temps. Bon, voilà. Après, je peux me tromper, hein. C'est moi d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis, hein. Je serais très curieux de voir ce que vous en pensez, parce que effectivement là, il y a tellement de données en compte, de facteurs en compte, puis là, il y a une extrapolation aussi vers l'avenir, quoi. Comme on ne sait pas quand même à quelle sauce on va être mangé, mais on va être mangé, hein. C'est pas évident, quand même, vu la situation actuelle. Eh bien, bien voilà, ça prête à réfléchir quand même, mais en tout cas, je pense que investir dans des valeurs refuges, déjà l'or, l'argent qui sont déjà reconnus et qui ont même fait leurs preuves au fur et à mesure du temps, et le Bitcoin qui est désormais légitimé par les institutionnels et qui est devenu une valeur refuge par ce cadre-là, sans avoir fait ses preuves encore totalement, parce que je rappelle que le Bitcoin n'a jamais vécu de crise fondamentale financière, par exemple la crise de 2008, ça a donné naissance au Bitcoin, mais c'est pas l'inverse. C'est pas le Bitcoin qui a subi de la crise du... Bref, vous avez compris. Donc, prochaine crise financière, et je pense qu'elle va être grosse en plus, on va vraiment avoir la réponse, hein, sur est-ce que le Bitcoin est réellement ou pas une valeur refuge, même en tant que praticité. Voilà. Ça, je serais curieux de voir ça, mais moi je pense que oui. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, ce sera tout pour la vidéo aujourd'hui. Je suis désolé, hein, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai pas eu le temps de faire les recherches sur VeChain, par exemple, tout. Alors, j'ai eu, il y a des bonnes nouvelles qui sont passées quand même rapidement. Notamment, VeChain a eu un nouveau partenariat avec notamment Crypto.com. Donc, j'en parlerai la semaine prochaine plus en détail parce que ça a l'air assez intéressant. C'est pour ce qui est l'aspect de garde des tokens natifs de l'écosystème de VeChain. Donc, ça a l'air vraiment sympa. Et puis surtout, il y a le vote, vous savez, de la phase Hayabusa là, qui débute apparemment aujourd'hui. Donc c'est bien, je pourrais vous en parler la semaine prochaine, voir un peu comment ça s'est passé, tout ça. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain. Allez, la bise, ciao.